Bonjour, chers étudiantes et étudiants, bienvenue à cette capsule de méthode statistique. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un petit peu différent, mais qui rentre toujours dans les statistiques descriptives qui ont comme but de décrire un échantillon. Ici, aujourd'hui, on va s'imaginer qu'on a pris à l'intérieur d'un échantillon deux mesures, une mesure d'une variable x et une mesure d'une variable y, et on s'intéresse à la relation entre ces deux mesures. On va voir ce que, au niveau des statistiques descriptives, on peut dire à propos de ça. Donc, lors du cours de méthodologie de recherche, PSF 211, que je crois vous avez tous pris avec moi, vous avez appris que la psychologie s'intéresse parfois, en fait très souvent, à l'association ou à la relation entre deux variables. Et très souvent, on veut savoir comment des variables vont ensemble, comment elles interagissent ensemble, et ainsi de suite. Hein? Et vous vous souviendrez que cette relation-là peut être facilement visualisée à l'aide d'un graphique nommé nuage de points. Et on voit des exemples de nuages de points ici. Hein? Donc, chaque graphique, évidemment, pour vous rappeler, vous avez la variable x ici, donc la première variable, puis la variable y ici, la deuxième variable. Et chaque point représente un individu, une unité statistique, et son score sur la première et la deuxième variable. Comme cette personne-ci ici a eu un score d'à peu près 10 sur la variable x et, disons, à peu près 8 sur la variable y. OK? N'oubliez pas, dans ce contexte-là, ce n'est pas une variable qui est indépendante, l'autre qui est dépendante, c'est juste deux variables comme ça. Vous vous souviendrez aussi que la pente du nuage de points, ça veut dire dans quelle... son orientation, si on veut, nous renseigne quant à la direction de la relation. Okay? Vous vous souviendrez par exemple que le nuage du haut suggère une relation positive. Parce que plus les scores sur X augmentent, plus les scores sur Y semblent augmenter. Et l'inverse est aussi vrai. Plus les scores sur Y diminuent ou sont bas, plus les scores sur X semblent aussi être bas. Donc, les deux variables semblent aller dans le même sens. Si l'une monte, l'autre monte. Si l'une descend, l'autre descend. Celle du milieu suggère une relation négative. Plus on augmente en X, plus on diminue en Y. Okay? Ou l'inverse, plus on diminue en X, plus on augmente en Y. Okay? Et celle du bas suggère l'absence d'une relation, voulant dire que peu importe à quel niveau vous êtes sur la X, vous pouvez être fort, milieu ou faible sur Y. Donc, il n'y a pas vraiment de relation à ce niveau-là. Okay? Donc, ça ne devrait pas être très, très nouveau pour vous. Vous vous souviendrez aussi qu'à part la direction de la relation, si elle est positive, neutre ou négative, disons juste positive ou négative, parce que si elle est neutre, il n'y en a pas de relation. Vous vous souviendrez aussi qu'on peut parler de la force de la relation. Okay? Ceci revient à parler d'un mot que je n'avais pas utilisé en méthode de recherche, mais qui est un joli mot, alors je vais l'utiliser ici, qui est la cédasticité. Et la cédasticité, c'est un mot qui fait référence à la répartition des points autour d'une droite imaginaire qui passerait en plein au travers du nuage. Okay? Plus les points sont concentrés autour de la droite, okay, comme dans l'exemple en haut, on va dire que plus la distribution est homocédastique, parce qu'ils sont tous concentrés proches les uns des autres. Et donc, plus la relation est forte. Plus les points sont dispersés autour de la droite, comme dans l'exemple du bas, plus la distribution est dite hétérocédastique. Ça veut dire qu'ils ne sont pas concentrés les uns aux autres, et plus la relation est faible, ou je devrais peut-être dire moins forte est la relation, dans le fond. Donc, ces nuages de points-là sont extrêmement utiles visuellement comme ça, juste pour avoir une idée de ce qui pourrait se passer. Mais malgré leur utilité, on ne décrit pas typiquement une relation entre deux variables à l'aide de ces graphiques en statistique. On veut aller au-delà de juste des nuages de points, puis avoir quelque chose de concret, de mathématique, qui peut quantifier un peu, peser, si on veut, cette relation entre les deux variables. Okay? Donc, on va utiliser deux concepts, nous.
la covariance, okay, qui pour la population est sigma xy, petit xy ici, donc la covariance entre x et y au niveau de la population. Et pour un échantillon, c'est S x et y. Maintenant, vous vous dites peut-être, et vous faites bien si vous dites ça, attends, avant on a vu la variance, puis là on voit la covariance. Ouais, il y a un lien entre les deux, puis vous remarquerez d'ailleurs que la variance, c'était quoi? C'était, pour une population, c'était sigma au carré. Ici, on a réutilisé le signe sigma pour la covariance. Mais il n'est pas au carré, vous verrez pourquoi. Et puis, pour un échantillon, vous vous souvenez que la variance, c'était S au carré. Et ici, on a repris le fameux S. Okay? Mais encore une fois, il n'est pas au carré, puis vous verrez pourquoi. Donc, la covariance peut nous, est quelque chose qu'on peut calculer pour avoir une idée de la relation entre deux variables. Okay? Et l'indice de corrélation aussi. Et les deux sont évidemment très reliés. Indice de corrélation, on parle de R pour un échantillon. Et on parle de ρ, qui est cette lettre-là, qui est comme un genre de P courbé un peu, là. Okay, on appelle ça ρ, pour une population. Maintenant, je dois tout de suite dire, il y a plusieurs différents indices de corrélation qu'on peut calculer. Il n'y a pas juste le R que je vais vous montrer ici, là, que l'on peut calculer. Il y a différentes façons de calculer la corrélation qui peuvent être utiles dans différents contextes. Nous, okay, on va parler uniquement du R de Pearson. Puis je vais juste l'appeler R, puis vous comprenez que c'est le R de Pearson, mais il y a d'autres types de corrélations. Il y a le R de Spearman, il y a les corrélations bisérielles, ainsi de suite, dépendant dans quel contexte vous êtes. Nous, on va se limiter au R de Pearson. Et il faut bien comprendre tout de suite que le R de Pearson, il assume que la relation entre deux variables, elle est linéaire. Ça veut dire qu'elle peut être très bien représentée en tant qu'une ligne droite sur un nuage de points comme ça. Donc, l'indice de corrélation R qu'on va apprendre à calculer puis qu'on va utiliser tout au long du cours, on assume toujours que c'est pour deux variables qui ont une relation linéaire. Ce qui veut dire donc qu'il peut être bien représenté par un nuage de points qui techniquement serait comme qui se distribuerait alentour d'une ligne. Okay? Mais on avait déjà vu dans le cours de PSF 211 que la corrélation est parfois plus complexe que ça. Comme voici un exemple de corrélation non linéaire. Vous avez comme une courbe comme ça. Mais ici, avec des données comme ça, si vous essayiez d'utiliser la corrélation R, l'indice de corrélation R, ça va vous donner quelque chose de complètement biaisé. Okay? Parce que la corrélation R assume la linéarité, alors qu'ici, on n'a pas de linéarité, on a une courbe. Voici un autre exemple de quelque chose de non linéaire. Okay? Une relation. Il y a beaucoup de relations entre des variables qui sont comme ça dans la vraie vie. Okay? Ou est-ce que quand vous êtes faible sur X, vous êtes faible sur Y, plus vous montez sur X, plus vous montez sur Y jusqu'à un certain point. Où est-ce que vous commencez à descendre, par exemple. T'sais? Et donc, une relation comme ça, qu'on appellerait curvilinéaire, elle ne fonctionnerait pas, on ne pourrait pas la décrire simplement en calculant un R. Okay? Donc, nous, on assume une relation linéaire. Il y a plein de choses qui se distribuent linéairement, mais ce n'est pas toutes les variables, tous les groupes de variables qui se distribuent linéairement. En tout cas, ça, c'est quelque chose que vous devez garder en tête, parce que plus tard, dans un cours futur de stats, si vous prenez le cours de stats avancé, si vous le prenez, je pense que vous allez voir des cas où est-ce que vous devez calculer de la corrélation pour des choses qui ne sont pas linéaires. Ici, nous, on se base uniquement sur le cas le plus simple, où est-ce qu'on a une corrélation qu'on assume être une relation linéaire. Alors, commençons tout de suite avec la covariance. Donc, vous vous souvenez de la formule de la variance pour un échantillon? Ce qui était S au carré pour un échantillon, la statistique variance. Vous vous souvenez que c'était ça, hein? S au carré égale la somme de chaque déviation de chaque point par rapport à la moyenne, mise au carré, parce que sinon ça donnait tout le temps 0 quand on faisait la somme, divisé par n moins 1,
Okay? Et puis moins 1, je vous avais expliqué pourquoi, parce que sinon, on avait toujours tendance à sous-estimer euh, la variance. Ben, la covariance, elle est basée sur le même principe. La formule de la covariance, qui maintenant est S, petit x, petit y, donc S, x, y, pour un échantillon, est basée sur le même principe, mais prend en compte le fait qu'il y a maintenant deux variables. Et la voici. S, x, y est la somme des produits de chaque déviation entre les points et leur moyenne sur n-1. Okay? Ça, c'est la formule. Puis je vais vous montrer comment la calculer. Voyez-vous comment il y a un énorme lien? Le dénominateur est le même. Okay? Et ici, ben, c'est la même logique. C'est la somme de déviation par rapport à la moyenne. Okay? Sauf qu'il y a maintenant deux variables. Et, évidemment, ici, on la mettait au carré parce que, il fallait, sinon ça ne marchait pas, ça donnait tout le temps 0, parce que la moyenne est un point d'équilibre, comme vous vous souvenez. Là. Si vous enlevez chaque score moins la moyenne, mais ça donne 0, si vous faites la somme de ces déviations-là. Okay? Mais ici, on n'a pas besoin de carré. Pourquoi? Parce qu'on a deux variables. Donc, on multiplie les déviations de la variable x par rapport aux déviations avec les déviations de la variable y. Donc, on n'a pas besoin de mettre au carré. Ça ne va pas s'annuler pour donner 0. Okay? Donc, la variance, ici, là, S au carré, c'est une mesure de la manière dont une seule variable varie par rapport à la moyenne. Mais la covariance, S, X, Y, c'est une mesure de comment deux variables varient ensemble par rapport à leur moyenne. Hein? Donc, on va regarder ça plus en détail. Donc, je commence ici avec un fichier de données. Okay? Il y a beaucoup de trucs ici, ça, portez pas attention à ça. Regardons juste pour l'instant le fait que j'ai 7 participants. Et je m'intéresse ici à la relation. Je vais essayer de décrire la relation entre la taille en centimètres que ces participants-là avaient à 2 ans et leur taille en centimètres à l'âge adulte. Okay? Donc, j'ai mesuré, ou je suis allé chercher dans leur dossier médicaux la taille qu'ils avaient à l'âge de 2 ans. Imaginons que c'est possible. Puis aujourd'hui, ils ont 18 ans. Je vais chercher, je calcule leur taille, je les mesure. Puis je veux voir s'il y a une corrélation, pas une corrélation, ici, je veux voir c'est quoi la covariance entre les deux variables. Y a-t-il une relation entre les deux en examinant la covariance. Okay? Donc tout de suite, je peux vous dire que donc voici les 7 unités statistiques, leurs données à 2 ans, leurs données à 18 ans. Je dis adulte ici, là, je vais dire c'est 18 ans. J'ai calculé la moyenne de leur taille à 2 ans, qui est remarqué, des fois ça m'embête un peu dans le tableau, là, je ne veux pas que ça vous mélange. Le X-bar, on ne voit pas très bien le bar ici, hein, c'est juste un genre de petit point ici, là, mais il est là, c'est vraiment un X-bar. Pour une raison ou une autre, on le voit bien ici sur le Y-bar, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai calculé la moyenne des tailles à 2 ans, puis l'écart type des tailles à 2 ans. Aussi. Où est ma flèche? Ça, c'est l'écart type des tailles à 2 ans. Ça, c'est la variable Y. Donc, ça, c'est leur taille adulte. Les voici. J'ai calculé ici la moyenne des tailles adultes. Okay? Là, vous pourriez peut-être dire, attendez une seconde, la moyenne, c'est supposé être X bar. Ouais, mais j'ai déjà X bar ici. Fait que je ne veux pas remettre X bar là. Fait que comme c'est la variable Y, ça serait c'est Y bar. J'aurais pu la nommer la variable A. Ça aurait été A bar. J'aurais pu la nommer la variable W. Ça aurait été W bar. OK? Quelque chose bar, c'est une moyenne. OK? Qui a rapport au nom de la variable. Donc, si c'est la variable Y, sa moyenne, Y bar, 165 cm,29, et son écart type, SY, ici, 8.16. Okay? Vous pourriez aussi dire, attendez un petit peu, vous nous avez dit que le symbole pour l'écart type, c'était juste S. Mais ici, je vais SX puis SY pour faire la différence entre les deux. Mélangez-vous pas. Le SX ici, techniquement, c'est juste un S. Ici aussi, techniquement, c'est juste un S. Mais c'est parce qu'au bout d'un moment, quand on commence à jouer avec plusieurs variables, il faut distinguer les choses.
OK? Donc, ça, c'est les données que j'ai et je veux calculer une covariance avec ça. Donc, voici ma formule. Ah oui, je dois vous dire, retenons ici, nous présupposons que ceci est un échantillon et non une population. D'accord? Nous présupposons que c'est un échantillon et non une population. Donc, parce que j'ai ma formule n-1 ici. Donc, voici les étapes de mon calcul. Okay? D'abord, je dois, ben tiens, je vous l'avais déjà dit, il faut que vous calculez la moyenne pour chacune des variables que vous avez. Ici, on a 83,28 et 165,29 pour les deux moyennes de chaque variable. Et ensuite, vous devez transformer les scores bruts, ça veut dire ces scores-là ici, des deux variables, en scores centrés. Vous vous souvenez ce que ça veut dire, score centré? C'est pas tout de suite standardisé, Z. Là. Centré, c'est juste vous enlever la moyenne. OK? Donc, ce qui veut dire ici, vous avez tous les scores pour X où j'ai enlevé la moyenne. Vous voyez X moins X bar. Encore là, le bar est un petit point, là, c'est buggant, mais il est quand même là. Donc, j'ai fait 78 moins 83,28. Ça me donne moins 5,28. 80 moins 83,28. Ça me donne moins 3,28. Et ainsi de suite. Okay, j'ai fait tout ça ici. Et ici, j'ai la même chose pour Y. Donc, j'ai pris chaque score de Y moins la moyenne de Y, moins Y bar, et je les ai tous mis ici. La troisième étape, vous devez calculer les produits de ces scores centrés. Donc ici, j'ai tous mes scores centrés pour X, mes scores centrés pour Y, et donc vous allez calculer les produits. Donc ça veut dire X moins X bar, entre parenthèses, multiplié par Y moins Y bar, entre parenthèses. Encore une fois, remarquez le petit point sur le X. Je sais vraiment pas pourquoi ça fait ça. Ça me bug, mais c'est comme ça. Donc j'ai fait ça, ça fois ça, ça donne ça. Ça fois ça, ça donne ça. Ça fois ça, ça donne ça. Et ainsi de suite. J'ai tout calculé ça. Et ça, qu'est-ce que c'est dans le fond? Ben, c'est ces trucs-là ici, dans la formule. OK. Et maintenant, j'effectue la somme de ces produits. Donc, cette fameuse somme ici. Donc, ce que je fais, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. OK. Et ça me donne, ici, 194,42. Et je divise cette somme. Où est ma petite flèche? Ça commence à devenir plus petit ici. Là. Je la divise par n-1 pour obtenir la covariance. n-1 encore parce que c'est un échantillon. Okay. n-1, dans ce cas-ci, il y a 7 unités statistiques, moins 1 égale 6. Donc, je divise mon fameux 194,42 par 6, ce qui me donne 32,40. Oh, je suis allé un peu trop loin. 32,40 que vous voyez, où est ma petite flèche? Ici. Okay. Pour l'instant, ne portez pas attention à ça ici. Ça, c'est quelque chose plus tard. On s'arrête ici à 32,40. Donc, ma covariance est de 32,4 dans ce cas-ci. Qu'est-ce que ça nous dit? Bien, premièrement, on remarque, elle est positive. OK? Donc, si la covariance était négative, ça voudrait dire qu'il y aurait une relation négative entre X et Y. Donc, si elle était plus petite que 0, bref. Si la covariance était nulle, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de relation. Plus elle s'approche du 0, moins il y a de relation. Ici, elle est de 32,4, donc elle est positive. Donc, il y a une relation positive entre X et Y. OK? Je dois dire qu'un des problèmes avec la covariance, aussi, toutefois, c'est qu'elle est difficile à interpréter. Parce qu'on ne peut pas comparer deux covariances ensemble. Et on n'est pas toujours certain qu'est-ce que les chiffres veulent dire nécessairement. Comme 32,4, c'est-tu beaucoup? C'est-tu... Je sais que c'est positif. Ça, c'est une chose. Donc, ça, c'est bien. Mais c'est dur de savoir en quel point est-ce que c'est beaucoup. C'est pas intuitivement facile à comprendre quel est, tu sais, comme en termes de force, qu'est-ce que ça nous dit. Okay? On sait qu'en termes de direction, toutefois, c'est clair, ça va être positif.
Mais donc ici, on a 32,4 pour notre covariance. C'est une relation positive. Et comme je vous dis, elle nous indique vraiment bien la direction, mais pour la force, c'est plus dur de savoir, c'est plus dur à intuitivement comprendre. Okay? C'est pour ça que pour savoir la force de la relation, on préfère parler de la corrélation. Et la corrélation, c'est R, XY. Okay? Peut-être vous allez me dire, monsieur, tantôt vous nous avez dit que c'était R, la corrélation. Okay? Pour un échantillon. Okay? On parle toujours ici d'un échantillon. Okay? Je parle tout le temps d'un échantillon. Donc, tantôt vous nous avez dit que c'était R. Là, vous nous dites que c'est RXY. Même chose. Je vais souvent parler de R quand je parle de la corrélation en général. Puis ici, je parle de la corrélation entre deux variables, la variable X et la variable Y. Donc, je vais mettre R, XY. OK? Et voici la formule pour cette R, XY, pour cette corrélation, cet indice de corrélation de Pearson. OK? Qui présuppose que la corrélation est linéaire ici. C'est ma covariance que je viens juste de calculer, divisé par le produit de l'écart type de X et l'écart type de Y. C'est simplement ça. Et donc, je l'ai déjà ici, mais je vais vous le montrer ici comme ça. Donc, diviser la covariance par le produit de l'écart type de la variable X, qui est S de X, et celui de la variable Y, qui est S de Y. Donc, ici, en faisant ça ici, donc j'ai pris ma covariance, 32,40. Donc, tout d'abord, R petit x petit y égale à ma covariance, 32,40, divisé par le produit entre ça et ça. Pas le produit entre, le produit de, je devrais dire, ça et ça. Donc, Sx multiplié par Sy. Et ça me donne 0,75. Donc, on obtient une corrélation de 0,75, ce qui indique la force de la relation. Et ce qui est le fun avec ça ici, c'est que alors que la covariance, c'était dur à interpréter comme c'est-tu fort, comme, je me souviens plus qu'on avait 32,40 et ainsi de suite. Ben, parce que la covariance, techniquement, il n'y a pas de limite vers le haut ou vers le bas. Là. Donc, on ne sait pas 32,40 c'est-tu fort. La corrélation, elle, la corrélation la plus forte, la plus parfaite, la corrélation parfaite, c'est 1. Or, ici, on est à 0,75, donc on est très proche de 1. Donc là, on sait, on a une certaine limite. Ça va de moins 1, en fait, à 1, le R. Et donc, là, je peux dire que 0,74, non seulement c'est positif, mais c'est aussi très fort, parce que c'est proche de 1. T'sais? Alors que la covariance, je ne pouvais pas dire 32,40, c'est quoi? Parce que théoriquement, la covariance, ça pourrait aller de plus d'infini à moins d'infini. Donc, on a noté que notre indice de corrélation de Pearson entre X et Y ici est 0,75. Notez que lui donne de l'information sur la force de la relation, 0,75, mais aussi sur la direction. Donc, la covariance, elle donnait de l'information beaucoup sur la direction. C'était plus difficile à voir au niveau de la force, c'était plus difficile à interpréter. Mais la corrélation, elle, donne les deux. Okay? Donc, le fait que ça soit 0,075, plus 0,075, voyons, la misère ce matin. Le fait que ce soit plus 0,75 et non moins 0,75. Ici, on a trouvé plus 75. Donc, elle donne de l'information sur la force et sur la direction. Mais, il y a une manière plus simple de la calculer. Une manière beaucoup plus simple de la calculer, cette fameuse corrélation. Okay? Et la formule la plus simple est probablement la suivante. R, voyez-vous, j'ai fait quelque chose ici. Je vais le garder comme ça, je ne vais pas le corriger. Vous seriez très justifié à me dire, monsieur, tantôt, vous parliez de R, c'était R petit x, petit y.
Là, vous nous montrez une autre façon de calculer, puis vous mettez juste R. Ouais, si j'étais consistant, j'aurais dû mettre R petit x petit y ici. Ok? C'est juste que je ne vais pas recommencer parce que je suis déjà bien engagé dans la vidéo. Là. Mais techniquement, ce R-là, il n'y a pas de problème avec ce R-là, mais si on voulait être plus précis, on mettrait R petit x petit y. OK? Donc, ma nouvelle formule est la suivante. C'est la somme des produits des scores Z pour x et y sur n-1. On parle toujours ici d'un échantillon de 7 personnes, d'accord? On parle toujours d'un échantillon de 7 personnes. Donc, remarquez la différence. J'ai toujours mes 7 personnes, j'ai toujours mes scores, leur taille à 2 ans, j'ai toujours leur taille à l'âge adulte, j'ai toujours la moyenne pour les deux et l'écart type pour les deux. Remarquez le petit point ici de x sur le x qui me bug, mais c'est techniquement x bar. Mais tantôt, ce que j'avais fait pour calculer la covariance avec laquelle j'ai graduellement j'en suis venu à calculer la corrélation, c'est que j'avais centré les scores. OK? Vous vous souvenez, j'avais centré les scores dans le tableau tantôt. Mais ici, ce que je vais faire à la place, c'est les standardiser complètement, les réduire à des scores Z. Donc, les étapes du calcul sont pas super compliquées. Vous devez standardiser les scores des deux variables, x et y. OK? Standardiser les scores des deux variables, x et y. Souvenez-vous que les scores bruts sous la moyenne donnent des scores Z négatifs et que ceux au-dessus de la moyenne donnent des scores Z positifs et ceux sur la moyenne donnent des scores Z de 0. Vous vous souvenez de ça? Donc ici, ce que j'ai, c'est mes scores Z pour X et pour Y. Donc j'ai ZX et ZY. Donc, par exemple, dans cette colonne-là, j'ai pris chaque score brut, ici, dans X, ma petite flèche a disparu, et j'ai fait ce score-là, par exemple, moins sa moyenne divisé par l'écart type. Ce score-là, moins sa moyenne divisé par l'écart type. Et ça m'a donné tout ça ici. Okay? Vous pouvez en effet voir, la moyenne est de 83,28. Les scores en dessous de ça sont négatifs. Les scores au-dessus sont positifs. Okay? Vous pouvez vérifier ça si vous voulez. J'ai fait la même chose au niveau Y. 150 moins 165,29 divisé par 8,16, on peut déjà voir que ça va donner un score standardisé négatif. Et en effet, ça donne un score standardisé négatif. Et j'ai fait ça pour tout le reste des scores ici. Donc, maintenant que nous avons nos scores standardisés pour x et y, il nous suffit de multiplier les paires de scores, donc ce qui revient à zx, zy ici. Donc, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. On les met tous ici. OK. Et ensuite, calculer la somme de ces produits. La somme des produits de ZX et ZY, okay, qui est ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça plus ça, okay, qui donne 4,50. Okay, et diviser cette somme par n-1. On parle d'un échantillon, vous vous souvenez. Donc, cette somme, 4,50 divisé par n-1, okay, qui est divisé par 6, ça donne 0,75. Ça donne un R de 0,75, qui, vous vous souviendrez, est exactement le même R que nous avions trouvé avec, où est-elle, la covariance, pas la covariance, que nous avions trouvé en calculant, désolé, je me suis perdu là, c'est exactement la même chose que nous avions trouvé avec cette formule-ci, en utilisant la covariance et en la divisant par les écarts types, par le produit des écarts types de x et y. Okay? Exactement la même chose, mais cette fois-ci, on est passé par des scores z. On est passé par des scores z. Donc, juste pour comprendre la différence entre les deux méthodes, okay? Vous avez la méthode la plus longue où vous devez passer par la covariance, qui est celle-ci, la première formule. Okay? La corrélation entre x et y est égale à la covariance divisée par le produit de l'écart type de x et l'écart type de y, qui donne 0,75. Okay? Donc, dans la version plus longue, celle-ci, on centre les scores.
Mais on ne les réduit pas. Ça veut dire qu'on ne calcule pas des scores Z centrés et réduits, là, standardisés. On centre uniquement les scores, OK, à leur moyenne. Okay? Mais on ne les réduit pas, on ne les divise pas par l'écart type. Okay? On fait juste centrer. C'est uniquement une fois qu'on a la variance qu'on réduit le tout par les écarts types. Okay? Et ça nous donne 0,75. Dans la version plus courte, au lieu de juste les centrer, puis là faire nos affaires, puis plus tard diviser par les écarts types, on le fait tout de suite. Ici, on centre et on divise par l'écart type. Ces scores Z-là, c'est des scores bruts qui ont été, dont la moyenne a été soustraite et qu'on a divisé par l'écart type. Même chose ici pour les scores ZY. Donc, dans la version la plus courte, on transforme tout de suite les scores bruts en scores centrés et réduits. Il faut juste diviser par n-1, puis ça nous donne 0,75, la même chose. Donc, j'espère que vous voyez le lien entre les deux. À ce point-ci, je vais prendre quelques minutes aussi pour que vous compreniez la logique de la formule pour le R de Pearson qu'on vient de voir. Okay? RXY ou R de Pearson. Il implique une multiplication de scores qui soit sont centrés, comme dans la version la plus longue, là, avec la variance, ou juste standardisés, Z, dans la version la plus courte. Okay? Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la version la plus courte, standardisée. Okay? À cause qu'il implique une multiplication des scores, ça donne la chose suivante. Regardez le participant 1. Le participant 1 a un score Z sous la moyenne à 2 ans et sous la moyenne, où est-il? À 18 ans. Okay? Donc, en multipliant, hein, ces deux scores sont négatifs. Donc, en multipliant deux scores négatifs, on obtient un chiffre positif. Okay? Comment on appelle une relation quand les scores négatifs sur une variable vont avec des scores négatifs sur une autre? On appellerait ça une relation positive. Ou quand un score positif sur une variable va avec un score positif sur l'autre, on appelle ça aussi une relation positive. Mais comment on appellerait une relation quand un score négatif sur l'un va avec un score positif sur l'autre? On appellera ça une relation négative. Vous vous souvenez? Okay? Retournez au tout début avec les graphiques, quand on reparlait des premières slides avec les nuages de points, dans le fond. OK, donc ici, il est en dessous et en dessous à 18 ans aussi. Prenons la deuxième personne. Pas la deuxième, mais prenons un autre exemple. La participante 3. Okay? Elle a une taille au-dessus de la moyenne à 2 ans et au-dessus de la moyenne à 18 ans aussi. Donc, si je multiplie les deux, ça donne aussi quelque chose de positif. Pourquoi? Parce qu'elle va dans les deux, dans le même sens à 2 ans qu'à 18 ans. Okay? Donc, on obtient quelque chose de positif pour elle. Prenons la participante 7. Elle a une taille sous la moyenne à 2 ans, mais au-dessus de la moyenne à l'âge adulte. Oh, elle va dans le sens inverse. Ces deux scores ne vont pas dans le même sens. Et donc, si vous les multipliez, qu'est-ce que vous voyez? Quelque chose de négatif. OK? Donc, tous les chiffres qui sont positifs ici indiquent que les gens sont allés dans le même sens. S'ils étaient en dessous de la moyenne à 2 ans, sont aussi en dessous de la moyenne à 18 ans. Ou s'ils étaient au-dessus de la moyenne à 2 ans, sont aussi au-dessus de la moyenne à 18 ans. Les chiffres négatifs, les produits négatifs, dont il y en a juste un ici, indiquent que la personne n'allait pas dans le même sens. Elle était en dessous de la moyenne à 2 ans, mais au-dessus de la moyenne à 18 ans. On aurait eu la même chose, remarquez, si elle était au-dessus de la moyenne à 2 ans et en dessous de la moyenne à 18 ans. Donc, si on met tout ça ensemble, dans ce tableau, la plupart des produits ZX, ZY ont une valeur positive. Et il y en a juste un qui est négatif, la participante 7.
En faisant la somme de ces produits et en la divisant par n-1, on obtient une valeur qui est positive, parce que la plupart sont positives. Et ce RXY positif-là, qui va sortir de cette valeur-là, OK? Il indique dans le fond que la majorité des individus qui ont eu un score X au-dessus de la moyenne ont aussi un score Y au-dessus de la moyenne. Okay? Et que la majorité des individus qui ont eu un score X en dessous de la moyenne ont aussi un score Y en dessous de la moyenne. Bref, les gens vont généralement dans la même direction. Donc, la corrélation, la relation est très forte. Okay? La relation est très forte parce que tout le monde ici semble aller dans la même direction. S'il était au-dessus de la moyenne à 2 ans, il est au-dessus de la moyenne à 18 ans. S'il était en dessous de la moyenne à 2 ans, il est en dessous de la moyenne à 18 ans. Mais c'est ça la relation entre les deux variables. OK? Quelle était ta taille à 18 ans, dépendant de ta taille à 2 ans? Okay? C'est ça l'idée de relation entre les deux variables. Ici, on peut comprendre ici que la variable, la corrélation, je commence à boiter en termes de mots, la corrélation est très positive ici parce que la vaste majorité des produits ici sont positifs. Okay? Je ne devrais pas dire très positif, je devrais dire est positive, dans le fond, c'est ça que je devrais dire. OK, donc ça c'est un peu la logique de la corrélation. Maintenant, à ce point-ci, vous seriez justifié d'avoir deux questions. La première que vous pourriez vous demander, c'est s'il y a une version plus courte pour calculer RXY, pourquoi diable est-ce que vous nous avez montré la version la plus longue avec la covariance? Bonne question. Okay? Peut-être parce que je suis un peu sadique, mais non. En fait, la réponse, c'est que j'aurais pu vous amener directement à la corrélation en passant par des ZX et des ZY, les scores standardisés, la formule la plus courte, surtout que vous aviez déjà appris c'est quoi les scores standardisés et tout ça. Okay? Mais j'ai choisi de d'abord la calculer en passant par la covariance, parce que le concept de covariance est très important en stats. Puis je voulais que vous le compreniez. Okay? Le concept de covariance, ce concept qui mesure comment deux variables varient l'une par rapport à l'autre, par rapport à chacune leur moyenne, mais ensemble en même temps. Okay? Ce concept-là est très important en stats, puis on va le retrouver à différents endroits au long de notre parcours. Donc, je ne vais pas vous surprendre dans quelques semaines en disant covariance, puis que là, vous dites covariance, c'est quoi cette affaire-là? T'sais? Là, vous avez une idée, c'est quoi? Okay? Donc, c'est pour ça que je vous ai montré ça. La deuxième question que vous pourriez vous poser, c'est qu'on a trouvé que RXY, dans notre exemple ici, était de 0,75. Okay? Et on a dit que la valeur, 0,75, représente la force de la relation entre X et Y. Or, un 0,75, est-ce que ça représente une relation peu forte, moyennement forte, très forte? Ben, je vous ai déjà dit que, comparativement à la covariance, la corrélation va de -1 à +1. Donc, le top, c'est 1. Fait que 0,75, c'est proche de 1, donc c'est fort. Mais en même temps, on pourrait dire, ouais, mais c'est pas aussi fort que 0,90. Fait que comment qu'on fait pour mettre ça en mots? Okay? Ben, OK. Comme je vous dis, les valeurs de RXY vont de -1 à +1. Par contraste, la covariance, elle, va de moins l'infinité à plus l'infinité. Okay? Je remarque que je suis en train de faire un détour, là. Je suis désolé pour ça. Là. Juste pour qu'on s'assure, là. Si R est -1, la relation est la plus forte possible et négative. On ne voit pas ici dans ces graphiques, je ne veux pas vous mélanger, on ne voit pas dans ces nuages de points une relation de -1 à nulle part. Okay? Mais, juste pour vous laisser savoir, si c'était une relation de -1 ici en haut, là, vous auriez votre ligne et tous les points seraient sur la ligne. Ils seraient tous sur la ligne, tous en ligne droite. Si la corrélation est de 0, la relation est nulle. On ne voit pas ici une relation nulle, désolé. Si la corrélation est de 1, la relation est la plus forte possible et positive. Donc, ici, ça voudrait dire que tous les points seraient sur la ligne, complètement sur la ligne. Okay?
Probablement que la pente changerait aussi, là, mais tous les points seraient sur la ligne, collés sur la ligne. Dans la figure supérieure, ici, notre RXY est de moins 0,91, alors que dans l'inférieur, il est de 0,5. Donc, vous notez que la corrélation, la force de la corrélation est indépendante du signe positif ou négatif. Okay? Comme ici, il y a une corrélation plus forte de moins 0,91 que ici, à cause que c'est 0,5. Même si ici, c'est négatif. Okay? Mais je reviens à ma question, avant que je prenne ce petit détour-là, de comment mettre en mots les différents niveaux de force, si on veut. Et il y a des suggestions, et je pense que je vous avais déjà parlé de ça en méthode de recherche, en 211. Et on va aller avec les suggestions suivantes pour l'interprétation de la taille du coefficient de corrélation. Okay? Une corrélation qui va entre plus ou moins 0, ben, ça peut pas être plus ou moins 0, mais entre 0 et plus ou moins 30, on va dire que c'est une corrélation négligeable. Entre plus ou moins 30 et plus ou moins 50, on va dire que c'est une corrélation faible. Entre plus ou moins 50 et plus ou moins 70, modérée. Plus ou moins 70 et plus ou moins 90, forte. Plus ou moins 90 et plus ou moins 1, très forte. Cela dit, ça varie beaucoup selon les domaines de recherche. Okay? Il y a des domaines de recherche dans lesquels c'est très difficile de trouver des liens entre des variables. Et il y en a pour lesquels c'est très facile. Donc, il y a certains domaines de recherche où si vous trouvez une corrélation entre deux variables à 0,30, c'est vraiment exceptionnel, c'est rare. Okay? Puis il y en a pour qui c'est pas rare du tout. Donc, cette question de faible, c'est très contextualisé, là, tout ça. Là. Okay? Mais ça vous donne une idée. C'est ça pour la corrélation. Je vous laisse là-dessus. Ah oui, je dois dire, juste en terminant, que tous les exemples ici, dans la présentation, tous les exemples, je vais revenir juste au blanc, tous les exemples étaient pour calculer la covariance et la corrélation dans le contexte d'un échantillon. Vous vous souvenez? C'est pour ça que partout, c'était n-1. Okay? Tout ce que vous avez vu dans la présentation ici, si c'était pour une population, vous diviseriez par n et pas n-1. Okay? Donc, je ne vais pas recommencer pour tout, mais tout était pour un échantillon ici. Si vous aviez accès à toute la population, vous diviseriez par n et non n-1, par grand N, en fond, le nombre total d'individus dans la population, d'unités statistiques dans la population. Je vous laisse là-dessus. Ciao!